Allez, cet été sur Boursorama, on vous donne quelques trucs et astuces. On vous dit comment éviter les bourdes, les boulettes en tout genre quand on se lance en bourse, justement, quand on est néo-boursicoteur. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Alors on sait que la bourse, on l'a vu cette année, c'est pas un long fleuve tranquille, même si on dit qu'à long terme, évidemment, ce qui est vrai, c'est vérifié. On est gagnant plus le temps passe. C'est l'occasion de rappeler que beaucoup de nouveaux, justement, boursicoteurs, beaucoup de jeunes, majoritairement, 150 000, c'est le chiffre, on l'avait évoqué ici au cours de la saison dans Ecorama, 150 000 nouveaux investisseurs en bourse particuliers qui ont profité du creux, de la chute des indices en février et surtout en mars pour, voilà, tout à fait. Et ils ont eu d'autant plus le nez creux que d'après les dernières données dont on dispose, en fait, ils sont toujours investis, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de faire un coup, entre guillemets, ou un aller-retour, ils sont encore investis en bourse. Alors, bien leur en a pris. Alors bien leur en a pris, surtout que je dirais que comme ils sont toujours investis en bourse, peut-être qu'ils ont appliqué ou ils ont évité une bourde, peut-être la première bourde. C'est un enseignement qu'on peut tirer de ce premier semestre en bourse, c'est qu'il ne faut pas investir une grosse somme d'un coup. Voilà, vous avez compris pourquoi. Imagine. Non, on a touché une grosse somme, on la met, boum, on ferme les yeux et puis on attend. Voilà, alors soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de chance, vous l'avez investi le 19 février. Vous savez ce qui s'est passé le 19 février cette année, Rappelez-nous, David? rafraîchissez-nous la mémoire. C'était le sommet pour le CAC 40, le jour où le CAC 40, 6111 points très exactement. Si vous aviez investi ce jour-là une grosse somme, à moins d'un mois après, le 16 février, vous aviez quand même 40% de moins qui s'affichait sur votre compte titre, votre PEA ou votre contrat d'assurance vie. Avouez que c'est quand même une chute radicale. Donc oui, c'est vrai que la première bourde consiste à éviter, il ne faut pas investir une grosse somme d'un coup, il faut mieux étaler ses achats de titres, ses achats de parts de SICA, de FCP et de trackers dans le temps. Alors, c'est vrai que c'est un peu un conseil contradictoire, parce que la théorie financière nous apprend tout de même que sur le long terme, mieux vaut investir d'un coup, il faut éviter de procrastiner. Pourquoi? Parce que ça vous permet de profiter de la tendance haussière de la bourse sur une durée la plus longue possible. Sauf que, il n'y a pas que la finance dans la vie. Il faut pouvoir dormir tranquille avec ses investissements. Imaginez, vous étiez déjà de la partie, je pense, au début des années 2000. Les particuliers, j'étais bien jeune, et ils ont investi. Vous aviez déjà la fibre financière, vous investissiez déjà en bourse, comme de nombreux internautes et auditeurs, téléspectateurs. Et à cette époque-là, ceux qui ont investi au plus haut, en 2000, au sommet de la bulle Internet, 7000 points pour le CAC 40. Ils ont mis 7000 points. Ils ont mis dividendes réinvestis une dizaine d'années avant de retrouver leur mise de départ. Donc, pendant une dizaine d'années, forcément, ils ont mal dormi, ils n'étaient pas à l'aise avec leur placement financier. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Ce qu'on en déduit, c'est que peut-être la théorie financière nous dit qu'il faut mieux investir d'un coup, ne pas procrastiner. Quand vous avez de l'argent, on l'investit en bourse. Sauf qu'il faut pouvoir dormir tranquille avec son argent. Donc, mieux vaut gagner un tout petit peu moins et investir tous les mois, investir tous les trimestres, investir tous les semestres la même somme. C'est ce qu'on appelle l'abonnement en bourse. Les Américains, je sais que vous aimez bien donc, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parlent du lazy investing. Vous voyez, en bourse, vous vous posez pas le lazy investing, l'investissement paresseux. On ne se pose pas cette question. Est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Est-ce qu'il faut investir pendant l'été? Est-ce qu'il faut investir à la rentrée? Est-ce qu'il fallait investir en juin? On ne se pose pas de questions. On investit tous les mois la même somme. Ce qui fait que quand la bourse est haute, forcément, si vous investissez tous les mois 100 € en bourse, vous achetez peu de titres. Quand elle est basse, vous en achetez davantage. Et ça, ce qu'on appelle, les financiers en moyenne les prix de revient et on gagne plus sur la durée tout en dormant tranquille. Ouais, ok, très bien, noté. Deuxième bourde à éviter quand on se lance en bourse. Avoir ce tropisme ethnocentré, pardon de le dire comme ça, mais voilà, d'acheter en fait des boîtes françaises parce qu'on les connaît. Voilà. Spontanément, c'est ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Et alors là, c'est un tropisme un piège dans lequel tombent à la fois les investisseurs débutants et puis les investisseurs beaucoup plus aguerris aussi. Et on en a encore eu un exemple pratico-pratique avec ce premier semestre boursier. Quelle a été la valeur dans laquelle il fallait investir au cours du premier semestre? Une valeur que tout le monde connaît. Française? Non, étrangère, justement. Apple. Zoom. 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 Le cours a été multiplié par 4. Voilà une valeur dont aucun Français n'avait jamais entendu parler. Et puis ensuite, tout le monde s'est mis à utiliser Zoom pour organiser des conférences vidéo. Sauf que quand on a commencé à entendre parler, c'est trop tard. L'action devait être déjà à un niveau stratosphérique. C'est pour ça qu'il faut investir non seulement en valeur étrangère, mais il faut investir dans la durée en valeur étrangère. Oui, mais sur les valeurs étrangères, Christian, on ne les connaît pas, ces valeurs, alors que les valeurs françaises, elles nous parlent, je veux dire.
on investit LVMH, ça nous parle. Alors, on investit en valeurs étrangères parce que sur le long terme, elles sont plus performantes que les valeurs françaises. Et 2, vous avez raison. Alors, c'est vrai qu'on a on a beaucoup moins d'informations sur Coca-Cola ou même Apple ou même Zoom que LVMH, Kering, etc. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça que sur l'étranger, il faut mieux ne pas investir en direct, parce qu'il faut être spécialiste pour savoir s'il faut mieux acheter du Coca-Cola qu'une banque, que Tesla par exemple. Donc on investit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des outils collectifs, dont vous paierez moins cher en frais. C'est des fonds d'investissement, des SICAV, des FCP, des trackers. Et là sur le marché américain, vous ne posez même pas de questions. C'est peu ou prou ce qu'on appelle un marché parfait. C'est-à-dire qu'il est très difficile, même pour les gérants professionnels, de détenir un tout petit peu plus d'informations que le voisin. Ça signifie quoi? Ça signifie que plus de 90% des gérants professionnels sont battus par les indices, ne font pas mieux que les indices sur le long terme. Ça veut dire sur le marché américain, vous achetez un tracker ou un fonds qui réplique, qui copie le Nasdaq. Le Nasdaq 100 par exemple, mais ça c'est un indice très concentré uniquement sur les valeurs techno, c'est quand même sportif, on parlait tout à l'heure de volatilité. Le Nasdaq, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est au plus haut historique, mais il y a eu des points bas aussi. Donc où vous achetez un tracker qui réplique l'indice Standard & Poor's 500, vous investirez quand même dans les fameuses GAFA, mais donc pas que du franco-français. Pas que franco-français. Ça serait une erreur. D'ailleurs, c'est une vraie erreur. Le revenu recommande à ses abonnés et à ses internautes d'investir au minimum 20% en actions américaines et 15% dans les pays émergents. Les pays émergents, on n'en parle pas beaucoup, mais le taux de croissance reste 2 fois supérieur dans les pays du Sud, d'une façon globale et schématique, que dans les pays du Nord. Donc il faut y aller, il faut oser les bourses émergentes et d'une façon générale les actions étrangères. Ok, troisième bourde, la dernière. On évite de se faire assassiner en termes de frais? Voilà, on évite de se faire... C'est évident, ça. Non. Qui a envie de se faire matraquer? D'abord, c'est d'actualité, parce que vous savez que depuis le 1er juillet, les frais au sein du PEA et du PEA-PME sont donc plafonnés. Donc, c'est une décision suite à la loi Pacte de l'année dernière, mais qui est rentrée en application que le 1er juillet. Ouais. Alors, c'est une évidence, oui et non. Parce que autant lorsqu'on est épargnant ou particulier, on pense à changer de banque éventuellement pour payer moins d'impôts sur les opérations au quotidien. Vous savez, il y a toute une partie des Français qui ne supportent pas de payer pour leur carte bancaire, par exemple. Bon. Et, tandis que sur l'épargne, les frais sont moins transparents. Et ne sont pas forcément affichés, contrairement pour les opérations courantes, et souvent ils pèsent 2 fois plus lourd. On va prendre un exemple très concret. Supposons que sur le long terme, les actions peu ou prou rapportent autour de 8%. Peu ou prou. Bon. J'aurais dit 7, mais ne pinaillons pas. Alors, 7 ou 8, non pinaillons pas, c'est l'été. Voilà. Cool. 7 ou 8%. Ouais. Maintenant, les frais. Si vous investissez sur un fonds lambda sans précaution particulière, ça, vous avez payé 2% de frais de gestion par an. Si vous placez ce fonds dans un contrat d'assurance et vous rajoutez 1%, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. 3% de frais sur le 8 que vous allez gagner. Il y a quand même 40% qui passent dans la poche, permettez l'expression, dans la poche de l'intermédiaire. Ça fait quand même beaucoup. Donc oui, vous avez raison, et ce n'est pas, même si cela va de soi, ce n'est pas forcément mis en pratique par les épargnants français. Et donc oui, on fait la chasse aux frais. Les frais, c'est un des éléments clés de la rentabilité de vos placements à long terme. C'est vrai pour la bourse, c'est vrai pour autre chose. Quelques astuces? Allez, quelques astuces rapidement. Bon, bien sûr, on gère son portefeuille titre à l'intermédiaire d'un courtier en ligne, un peu ou prou 2 fois moins cher qu'une banque traditionnelle. Deuxièmement, on lit la documentation technique. C'est pas très sexy, mais le jeu en vaut la chandelle. D'ici, prospectus pour les fonds. On négocie, bien sûr, les frais d'entrée sur vos SICAV, etc. À partir du moment où vous placez une somme importante, peuvent être négociés. Et enfin, on ne le dit pas assez, on le dit rarement, méfiez-vous d'Internet. Internet permet, je dirais, et c'est un biais d'Internet, permet des tas de choses, a permis donc l'arrivée de nouveaux entrants, de baisser globalement les frais, etc. Mais Internet, il y a un biais. Acheter et vendre des actions, c'est tellement simple, c'est tellement rapide que vous pouvez tenter de multiplier les allers-retours. Et n'oubliez pas que même si votre courtier préféré vous facture que 0,2% de frais de transaction à l'aller, si vous vendez un titre, vous payez 0,2. Si vous en achetez un dans la foulée, déjà vous êtes à 0,4. Plus si vous payez la taxe sur les grandes capitalisations, vous rajoutez de mémoire 0,3. Donc tout ça monte très vite. Donc il faut se méfier, et c'est un des, je dirais, un des biais d'Internet. Ce n'est pas parce que vous pouvez acheter et vendre des actions en un clic de souris qu'il faut multiplier les allers et retours. Voilà donc 3 bourdes à éviter quand on se lance en bourse. Et c'est signé Christian Fontaine pour le journal Le Revenu. Merci Christian. Merci à vous. Bel été à vous. Merci.